Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous présenter une nouvelle table ronde autour d'un aspect du livre de photographie qui est peut-être moins abordé qu'une conception, qu'un contenu éditorial que l'on trouve dans les livres photographiques, mais sur l'aspect fabrication. Donc, c'est-à-dire un petit peu l'aspect de tout ce qui est plus dans l'ombre et qui nécessite des intervenants, des experts à chaque niveau d'une chaîne, qu'on appelle la chaîne des arts graphiques, hein, la chaîne graphique, pour arriver à faire un très beau livre de photographie, ce qui est toujours l'objectif a priori dans notre métier. Donc là, j'ai le plaisir d'accueillir et de réunir 4 intervenants qui vont chacun à leur niveau symboliser ce que va être une chaîne de fabrication pour faire un livre. Donc je commence par le premier dans la chaîne alimentaire du livre photo, qui est Yann Linsard. Yann est diplômé de cette belle école de la photographie et a plusieurs casquettes. Il est graphic designer, donc il conçoit des livres de photographie dans leur aspect graphique et travaille donc à accompagner beaucoup d'éditeurs et a fait accompagner beaucoup de livres de photographie et a fondé donc le Palais Book avec Delphine Mangeard qui dirige la librairie du Palais. Et donc a aussi cette double casquette qui est toujours intéressante, c'est-à-dire le regard d'un éditeur et en même temps de quelqu'un qui est au service en fait d'un photographe, d'un travail pour le mettre en forme graphiquement. Ensuite, nous avons ici présente Camille Desproges, donc qui elle est ce qu'on appelle une chargée de fabrication pour une grande maison qui réunit beaucoup d'éditeurs, vu que c'est Actes Sud. Hein, donc vous deux, vous êtes arlésiens. Et donc Camille travaille chez Actes Sud depuis une vingtaine d'années, est passée en fait par plusieurs types de travail pour aujourd'hui en fait diriger la fabrication des ouvrages quadris surtout. Donc là, ce sera peut-être une petite, justement, des choses qu'on va vous expliquer. Donc des ouvrages en 4 couleurs. Donc les beaux livres et les livres de photographie. Margherita Mariano, tu as une belle expérience toute la chaîne du livre. Tu as commencé en travaillant pour une maison d'édition et ensuite tu t'es associé avec un photograveur de Singapour, je crois, pour ouvrir une succursale en fait de photogravure en France. Ensuite, tu as effectivement accompagné plusieurs maisons d'édition pour faire le suivi justement de fabrication également comme Camille au sein de ces maisons. Et tu as créé donc Ex Fabrica qui proposait ces services d'accompagnement pour justement porter le travail sur les fichiers, sur la photogravure et trouver aussi l'imprimeur, je pense, et suivre l'impression. Donc une casquette aussi qui est un peu proche de Camille et qui est très transversale à cette partie de la fabrication. Ce qui est important, en 21, tu publies quand même un livre de référence qui nous concerne, vu que ça parle vraiment de fabrication. Hein, c'est le guide de la fabrication que tu as publié aux éditions Pyramide, qui est vraiment un éditeur très spécialisé dans les ouvrages techniques autour des arts graphiques. Livre qui a eu un tel succès qu'il a été traduit en anglais et en chinois. C'est ça, vraiment. Nous avons une sommité internationale, mondiale à cette table. Nous sommes vraiment ravis. Et par ailleurs, tu es photographe, donc c'est aussi intéressant ces différentes casquettes. Et tu es en train de préparer ton premier livre de photographie. Voilà, au moins tu sauras l'accompagner. Et enfin, donc Alexandre Dahan, qui, dans notre chaîne alimentaire, comme je l'appelle, est le rendez-vous
où tout va se jouer, parce que vous êtes en fait représentant technico-commercial d'une maison d'une imprimerie, une imprimerie importante qui s'appelle la CEPEC, qui est située, alors je me souviens plus où, voilà, donc qui est à Péronas et Forges-les-Eaux, et qui collabore en fait avec pas mal d'éditeurs que l'on connaît ici sur la place de notre place de l'édition photographique, avec Le Bec en l'air, avec les Bisalion éditeurs, et Actes Sud aussi également. Plus d'autres, évidemment, plein d'autres, parce que je crois que vous publiez une trentaine de livres par jour. Je crois que ça revient à peu près à ça. Donc, il y a quand même une production assez soutenue. Tout ce beau monde réuni autour en fait, autour du livre de photographie, effectivement, va nous permettre de rentrer un petit peu sur toute une partie de comment se fabrique un livre de photographie. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu une grande évolution dans le livre de photographie. On le voit aujourd'hui avec le Arles Books Fair qui réunit 80 éditeurs de 25 pays. Donc il y a évidemment, ça tout le monde le sait, un engouement croissant autour du livre de photographie, avec effectivement des intentions qui ont un petit peu évolué dans l'histoire du livre de photographie. C'est-à-dire qu'évidemment, le livre est toujours là pour servir un contenu, porter un travail d'un photographe, un travail iconographique très particulier, mais il y a une attention qui est vraiment de plus en plus importante chez les éditeurs, chez les photographes, de soigner la forme, c'est-à-dire de trouver une forme particulière, une reliure particulière, de choisir des papiers, de penser à un type d'impression par rapport à un travail de photographie. Et donc, évidemment, qui sont des challenges pour tout ce travail nécessaire pour arriver à sortir la meilleure qualité pour une reproduction d'un livre de photos. Déjà, effectivement, on se rend compte que pour arriver à faire un livre, eh bien, on ne travaille rarement seul. Donc, on est vraiment tous tributaires les uns des autres, de l'éditeur au graphiste, au fabricant, jusqu'à l'imprimeur, au photograveur et jusqu'à l'imprimeur. On est tous tributaires de ça et on a des étapes de fabrication à suivre pour effectivement que l'ouvrage soit bien imprimé et bien réalisé. C'est comment dialoguent tous ces personnages entre eux pour que voilà, pour la réussite du livre. Donc l'idée en fait ici de la manière dont on va un petit peu présenter, que chacun va se présenter et présenter son travail, c'est de suivre en fait ce que serait la chronologie de la conception et de la fabrication d'un livre de photographie. Donc, c'est-à-dire qu'on commencerait effectivement à penser quel type de livre, quel type de graphisme, quel type d'approche pour faire jouer des photographies dans un livre. Et ensuite, évidemment, comment on va traduire ce travail, ce premier travail en termes de fabrication et comment on va travailler sur les fichiers, sur de la matière, hein, parce qu'on est quand même dans la matière. Le traitement, évidemment, qui est essentiel pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire la reproduction. Et comment, effectivement, le passage d'un fichier d'un photographe, d'un tirage d'un photographe, va être traduit en fait, en termes de photogravure, de préparation, de correction d'image, pour interpréter, parce que je crois qu'il y a cette notion, un travail. Et enfin, effectivement, que se passe-t-il chez un imprimeur quand on est sur machine et que le livre imprimé va être façonné. Je vais donc passer la parole à Yann sur effectivement son côté de concepteur graphique d'un livre. Comment tu commences en fait par rapport à un projet, à le penser et peut-être comment cette pensée graphique pour rendre compte d'un travail va s'exprimer déjà
en ayant en tête toute tout ce qu'on va trouver par ailleurs, c'est-à-dire des choix de matériaux, de fabrication, etc. Donc comme tu l'as dit, je suis effectivement graphiste, designer, je suis également éditeur, donc j'ai cette double, casquette qui fait que je peux travailler un peu différemment selon les cas de figure. Quand je suis appelé juste à faire du design, pour, une maison d'édition, là aussi l'attente, elle peut être très variée. C'est-à-dire que l'éditeur peut très bien avoir déjà en amont un format, un type de papier, des choix qui arrivent en fait avant moi, qui sont souvent des choix, liés aussi à des budgets et liés éventuellement à des discussions en amont avec l'artiste ou si c'est dans le cadre d'une collection, avec la collection et cetera. Donc dans ces cas-là, si les solutions, qu'on me propose me semblent pertinentes, j'y vais. S'il me semble que, on pourrait peut-être faire quelques ajustements, je me permets toujours de dire: «Ah, peut-être que ce papier plutôt que ça» ou, «J'ai vu ça à tel endroit, je pense que ça pourrait aller avec tel travail» et je fais des propositions et je suis, complètement ouvert à l'idée que ces propositions puissent être refusées ou puissent être à nouveau aménagées. Et là aussi, l'éventail de ce que demandent, des éditeurs pour qui, je vais travailler peut aller jusqu'à aussi gérer la fabrication. Parce que, dans le cadre, où je suis éditeur, je m'occupe, du design, de la recherche des matériaux, de la fabrication. Je fais un peu toutes les étapes, pas parce que j'ai envie de tout contrôler, mais aussi parce que c'est des questions, économiques. Donc là-dessus, je en fonction de comment est-ce qu'un projet commence, je vais d'abord répondre à ce qu'on attend de moi. Si je trouve ça forcément plus intéressant quand, il y a une possibilité de discussion autour de: «OK, on a une idée, mais cette idée elle est pas figée» et ensuite de réfléchir en termes de papier, en termes de toucher et cetera. En tant que designer, quand on travaille sur de la photographie, pour moi, on travaille sur des idées et faire un livre, c'est d'amener, des idées vers une matérialité. C'est de faire apparaître dans l'espace physique un ensemble d'images qui peuvent être sur des cartes mémoire, qui peuvent être sur des pellicules et qui vont être réunies dans un bloc. Ce rapport à la physicalité, il doit rencontrer son public et ça se passe en premier lieu souvent par le toucher. Ça va être, je vois le livre, alors c'est pour ça que je suis pas très fort sur les réseaux sociaux, sur internet, c'est vraiment un truc qui ne m'intéresse pas, parce qu'il y a besoin d'avoir ce rapport au toucher. Et prendre le livre en main, avoir un contact, soit sur la lumière, comment est-ce que ça va jouer avec le papier, comment est-ce que ça va jouer avec les encres, comment est-ce que ça va jouer avec le poids également d'un livre. On peut par exemple donner l'impression qu'un livre va être très lourd et en fait il apparaît beaucoup plus léger qu'il ne l'est, ou à l'inverse, jouer des fois sur des notions comme ça de surprise. Mais encore une fois, ça dépend des projets. Pour faire 2 grandes catégories, pour aller très, très vite, moi je vais faire un peu la différence des livres, de photos que je vais appeler des livres portfolio et des livres plus narratifs, plus expérimentaux. Dans le livre portfolio, il y a la nécessité de rendre compte chromatiquement, de l'œuvre, des images et de pas chercher à ce que le livre il fasse des effets, particuliers. On est vraiment dans la reproduction des images et on se concentre là-dessus. Dans ces cas-là, les choix, ils peuvent sembler beaucoup plus simples, mais en même temps, il faut être bien sûr, OK, ce papier-là, il va vraiment servir l'image. Est-ce que, l'encre va pénétrer dans le papier et va être un peu plus terne? Est-ce que l'encre va rester davantage à la surface, va être plus brillant? Est-ce que le papier va être couché, non couché, et cetera, et cetera? Alors peut-être justement Ouais. parce que c'est des notions qui sont peut-être un peu, étrangères, mais un papier couché, un papier non couché, Le papier effectivement, il couché faut est voilà. lisse, Alors heu ouais, avec une couche, c'est ça? Ouais. et le papier non couché est moins lisse. Il a davantage de main, Mat. on va dire, et est plus mat et le rendu de l'image est complètement Ouais, différent. ça veut dire qu'effectivement tu as une connaissance, évidemment des papiers, de la fabrication, des effets que ça va avoir quand on va l'imprimer et que cette connaissance te permet d'anticiper en fait aussi, une approche de Oui, alors,
après cette connaissance, je pense que tout le monde a cette connaissance, c'est juste que on connaît les mots. Mmh. Mais quand vous regardez des livres, vous êtes touché par tel type d'ouvrage, tel type d'ouvrage, tel type d'ouvrage. Et une conversation avec des artistes, elle commence par là. Mmh. Essayer de savoir, c'est quoi les livres que vous aimez. Mmh mh. Alors des fois, effectivement, on se rend compte que ça part un peu dans toutes les directions et il va falloir trancher. Mais si on peut très bien avoir des indications comme ça très claires, sans forcément avoir le jargon technique, en termes de ressenti, en termes de volonté de transmettre une idée. C'est vraiment lié aussi au travail. Moi, je crois que faire un beau livre, faire un bon livre, c'est un livre dont la forme épouse vraiment le fond le plus possible. Donc c'est des solutions qui vont me servir techniquement, on va dire sur un début de conception, Mmh. à mettre un cadre. Et puis après, la maquette, se fait. Évidemment, quand on regarde sur écran, je pense que moi, je vois pas la même chose nécessairement que, par exemple, quelqu'un qui n'aurait jamais fait un livre. Parce que, bah, vous êtes à plat, il faut savoir que là, peut y avoir tel effet, la lumière, elle peut jouer de telle manière et le rendu sera toujours un peu différent. L'idée générale, elle est là. Elle est essayer de faire en sorte que le livre aille dans la direction, le plus possible du travail, en évitant évidemment des écueils, techniques et pratiques. Bien sûr. Peut-être qu'on peut effectivement ensuite, donc on a une première, une maquette en fait, un format parce qu'on a aussi on n'a pas forcément parlé d'un format parce qu'il y a des considérations peut-être de papier, de taille de papier, donc de format de machine et donc c'est comment effectivement vous vous retrouvez on se retrouve à accompagner, les fichiers, les traiter, et mettre en œuvre en fait ce travail, fait sur un fichier de InDesign, et comment on va ensuite, faire cette communication, cette jonction avec, un photograveur et un imprimeur par la suite. Sachant que j'ajoute peut-être qu'effectivement, et ça tu l'as évoqué Yann, beaucoup de nos maisons d'édition, des petites structures, n'ont pas forcément quelqu'un qui fait la fabrication. Donc c'est vrai que c'est un poste qu'on voit beaucoup plus dans des maisons ou des groupes éditoriaux plus importants. Sachant qu'évidemment, la majorité des éditeurs qui sont réunis ici sur la place arlésienne, là aujourd'hui, font tout, de voilà, la suivi de fabrication à quelquefois même la conception des livres et l'accompagnement jusque sur machine. Donc, je vous laisse un peu te laisse présenter un peu effectivement le travail d'une suite, d'un chef de fabrication. Bah, effectivement, comme vous disiez tous les 2, dans le circuit d'un livre, ce qui, en tout cas, ce qui me paraît fondamental et sans doute le plus intéressant, c'est justement cette rencontre entre l'auteur, l'éditeur, le graphiste, et ensuite la photogravure, l'imprimeur, et cette concertation qu'il y a sur un projet et la façon d'arriver à réaliser au mieux l'idée de départ et de transformer ça en un objet. Alors dans le métier de la fabrication, à proprement dit, il y a une partie qui n'est pas forcément la plus rigolote, mais qui est quand même très importante, qui est d'évaluer ce que va coûter la fabrication de ce livre. Et qui forcément, les coûts du livre ont enfin, c'est un enjeu très important pour le livre, parce que ça va déterminer aussi évidemment le prix de vente. Et que donc ce budget, c'est ce qui va nous permettre, c'est comment dire, l'enveloppe qui va nous permettre d'aller au bout de ce projet et dans laquelle peut-être il va falloir inventer des choses, parce qu'en général, c'est toujours un peu compliqué les budgets quand même. Donc voilà, et de trouver des solutions techniques ou d'inventer des choses, des petites choses. Bon, c'est pas des fois pas grand-chose, mais voilà, pour pouvoir rentrer dans ce budget. Donc malgré tout, le budget est un élément Ben, très important. le budget, enfin, c'est toujours le nerf de la guerre, ça on le sait, hein, ça a des incidences sur tous nos postes, enfin tous les postes que vous représentez. Euh,
Mais ça veut dire qu'effectivement, généralement, effectivement, là, ce cas de figure-là, le budget est quand même déjà un peu établi avant qu'une conception de livre se fasse. C'est-à-dire qu'on a déjà déterminé un format de papier, on a peut-être déjà déterminé quelques Le format de papier. caractéristiques ou pas. En général, moi, quand j'interviens, oui, il y a quand même déjà des choses qui sont déterminées. Mais ça peut arriver que, justement, en ayant en tête qu'il va falloir avoir des considérations budgétaires, que la discussion démarre très tôt parce que, en fonction du format du livre, de la pagination, ça implique déjà des choses. Ça, Alexandre pourra nous en parler quand on arrive, entre autres, à l'impression. Oui. On peut optimiser en fonction de la pagination du livre et de son format, la taille de la feuille de papier qu'on va utiliser pour imprimer. Alors juste pour ceux qui... Oui. En fait, quand on imprime un livre, on imprime sur des grandes feuilles, enfin qui sont plus ou moins grandes, il y a différentes tailles, et on imprime plusieurs pages d'un livre sur cette feuille. Et puis après, on imprime l'autre côté de la feuille. Et puis, s'il faut plusieurs feuilles, ben, on continue jusqu'à ce qu'on ait imprimé tout le livre. Généralement, il en faut plusieurs. Ça dépend. Par exemple, la collection Photopoche, c'est une feuille. Ah, c'est 144 pages, principe. une feuille. Ouais, c'était le concept, c'est vrai. Voilà. Donc voilà, il y a ce rôle sur le budget, mais toujours avec un lien avec la technique. Quelle technique on va utiliser, alors que ce soit, comme disait Yann, les différents papiers, les techniques d'impression. Ça, Alexandre pourra en parler aussi. Est-ce qu'on va imprimer en quadrille avec 4 encres qui sont le cyan, le magenta, le jaune et le noir, ou est-ce qu'on va imprimer avec des Pantone, c'est-à-dire un catalogue d'encres qu'on peut choisir sur un nuancier, avec des couleurs qu'on ne peut pas avoir en quadrille, ou est-ce qu'on va imprimer en bichro? Il y a beaucoup de livres photos qui sont imprimés en bichro, avec un noir ou avec un gris. Après, on peut choisir évidemment les nuances de gris pour savoir vers quel type de teinte on veut avoir pour les images. Et j'ai oublié de quoi je parlais. Non, effectivement, c'est un peu les différentes options en fonction des projets. Effectivement, si c'est un travail en noir et blanc, on va plus aisément penser à une bichromie ou une trichromie, si on veut. Le choix du papier, donc on en parlait, est très, très important aussi pour aussi travailler effectivement sur une préparation des fichiers des images des photographes, voilà. Et donc peut-être que là, Margareta, tu peux nous apporter un petit peu ton éclairage, ton expertise là-dessus, parce que c'est effectivement une partie qui est assez essentielle aussi dans tout ce process, c'est-à-dire de bien restituer une intention d'image, de tirage, et donc un traitement qu'on appelle qui est la photogravure. C'est ce qu'on appelle la gestion de la couleur. Donc Yann tout à l'heure parlait de papier couché ou non couché. Donc la différence fondamentale est qu'il y a un papier qui retient l'encre en surface, le papier couché, parce qu'il y a une couche qui empêche l'encre de rentrer dans les fibres du papier, tandis que le papier offset, ce joli papier mat que tout le monde adore maintenant et qui est plus difficile à traiter, absorbe l'encre et donc quelque part dénature un peu aussi la couleur. Donc, mais ça se gère en photogravure. Donc la photogravure qu'aujourd'hui on appelle plutôt le pré-presse, donc c'est tout ce qui se passe avant d'aller chez l'imprimeur. Et comme le disait l'un de mes amis, le photograveur est le dentiste de l'imprimeur, donc celui qui enlève tous les problèmes, supprime tous les problèmes éventuellement. Donc parce que si les fichiers sont bien préparés, l'imprimeur n'aura qu'à suivre des paramètres qui sont communs désormais, donc des standards, ce qu'on appelle des profils, pour pouvoir bien travailler. Mais si les fichiers ont été faits, par exemple, préparés
comme ça pour un papier lambda, donc au coucher, et qu'on n'a pas prévenu l'imprimeur qui, lui, imprime sur un offset, vous ne reconnaîtrez pas vos images. Donc le rôle de Camille est de coordonner tout ça. Donc le mien aussi accessoirement quand il n'y a pas un grand éditeur qui a un service de fabrication. Donc en fait, nous sommes un peu c'est un peu comme les régisseurs de théâtre ou de plateau de cinéma. C'est-à-dire qu'il faut coordonner tout un ensemble de métiers qui est nombreux. Enfin, il y a beaucoup de métiers, parce que là, on est 4, mais il y a tout ce qu'on ne voit pas après, jusqu'au transporteur qui vous livre en retard, éventuellement, donc, et qu'il faut gérer dès le départ. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a 2 choses qui sont importantes pour moi, mais enfin, bon, je pense qu'on a le même quotidien. D'abord, le maître mot de la fabrication d'un livre, c'est l'anticipation. Donc, c'est pas parce que vous nous voyez dans la séquence physique du déroulé du livre que ça se passe comme ça. En réalité, Camille et moi, parfois, on est là avant Liane pour déterminer un format qui servira l'économie du livre plus tard. Parce que parfois, on enlève, si vous rajoutez 5 centimètres à une page sur la feuille, ça va vous faire basculer sur une autre machine. Ou ça va vous faire imprimer moins de pages sur la feuille. Et donc, l'économie du livre est impactée. Ce qui veut dire que quand on n'a pas la chance d'être un grand photographe reconnu qui imprime à 4000 exemplaires chez Actes Sud, il faut avoir soit un bon éditeur qui se débrouille et qui sait tout comme Eric, et ou aussi le graphiste qui a la double casquette. En fait, il faut travailler toujours avec des doubles casquettes quand on n'a pas la chance d'être chez le grand éditeur sur une grande machine avec une grande économie, mais qu'on est là en train de tirer tout, enfin de jouer avec des bouts de chandelle pour sortir quelque chose de beau. C'est ça. En fait. Donc, l'autre nerf de la guerre est vraiment la gestion de la couleur. Donc, il faut être sûr de ce qu'on envoie chez l'imprimeur et il ne faut pas lui faire de blagues parce qu'après, lui, il est vraiment au pied du mur. Enfin, voilà. Margareta, justement, parce que là, c'est intéressant du point de vue d'un photographe, parce qu'aujourd'hui, effectivement, les photographes travaillent eux-mêmes leurs fichiers. Pas moi. Pas toi. Non, mais c'est intéressant. Oui, c'est vrai que généralement, effectivement, et ça on le sait Ouais. tous, aujourd'hui, les photographes travaillent leurs fichiers, font souvent leurs impressions sur des imprimantes maison, et donc ont des résultats satisfaisants par rapport à ce qu'ils veulent. Et souvent, on se retrouve confronté à une incompréhension Voilà. quand on part de ces fichiers-là et qu'on va devoir les traiter pour l'imprimerie. Et donc pour les passer, parce que c'est peut-être ce qu'il faut aborder, c'est ce passage des 3 aux 4 couleurs Oui, et ça, c'est l'incidence que ça a. important parce que, justement. en fait, il faut imaginer que votre iPhone, votre portable, votre télé, votre ordi, enfin voilà, tout ça, ça parle une langue qui s'appelle RVB, rouge, vert et bleu. Donc, ce sont les couleurs du tube cathodique. Quand on imprime, on change de langue. Donc, c'est une véritable traduction en ce qu'on appelle le CMJN, donc, que Camille a cité, le cyan, cyan qui est bleu, magenta rouge, le jaune et le noir. Donc, avec ces 4 couleurs, on restitue toutes les autres couleurs. Donc, ce sont 4 encriers sur la machine d'impression, donc à laquelle on peut ajouter aussi, éventuellement, en plus des teintes spécialement fabriquées, donc les fameux Pantone. Mais ce langage, il faut savoir que, bon, un RAW, c'est un format natif avec lequel un photographe commence à travailler, est immense. Il y a toutes les informations, dont des informations qui ne sont pas utilisables. Les êtres humains, à la différence des oiseaux, ne voient pas les ultraviolets, par exemple, les infrarouges, les infrarouges plutôt. Mais nous voyons un spectre réduit de couleurs
Et quand on imprime, alors quand on est en RVB, ce spectre est diminué, donc il n'y a pas les infrarouges les ultraviolets, mais il y a le champ visible des couleurs qui nous est accessible. Mais quand on traduit en CMJN, on réduit quasiment de moitié tout ça. Mais on arrive quand même à restituer. Enfin, c'est une simulation. Donc, mais c'est cette traduction qui est un peu compliquée à comprendre, qui est fondamentale. Donc, vous ne pouvez pas, en tant que photographe, éventuellement, travailler dans votre bulle et dire j'ai fait le fichier parfait, parce que j'ai vu des fichiers parfaits avec 3000 couches qui nous ont explosé à la figure une fois en imprimerie, non? Ça arrive, hein. Donc, il faut vraiment s'adresser à des professionnels. Donc, si on n'a pas les moyens de travailler avec un éditeur chez qui il y aurait une Camille, il faut au moins s'assurer que le graphiste ou l'éditeur ou l'imprimeur, parce qu'il y a des gens qui travaillent avec un imprimeur de confiance et il y a des imprimeurs qui sont très généreux, qui accompagnent et qui donnent plein de conseils et vaut mieux les demander avant de tout commencer. Plus tôt on pose les questions et moins on a de... Parce que les, les peaux de banane, je veux pas décourager qui que ce soit, mais hein, Elles sont jaunes dans l'océan voilà, magenta jaune. voilà. Et justement, donc ça, c'est est-ce qu'on peut parler d'interprétation? Parce Oui, qu'effectivement, ça c'est une préoccupation de beaucoup de photographes, c'est-à-dire d'avoir l'impression qu'il va y avoir une déperdition de qualité ou de chromie, et comment effectivement on travaille effectivement pour que la balance se fasse, mais il y a quand même une petite interprétation, il me semble, du oui, il y a passage. toujours une interprétation parce qu'il y a des teintes qu'on n'arrive pas à restituer, à moins d'utiliser des tons directs, donc les pantones, mais ça on peut pas, ça c'est très limité, hein, donc parce que c'est très cher. En fait, il faut restituer l'intention qu'a le photographe, il faut la restituer en fonction du papier qu'on utilise. Bah, il faut savoir que des rouges vifs sur un papier couché, parfois, selon les conditions, virent au marron. Il faut savoir aussi, par exemple, qu'un bleu, un noir, c'est la question des noirs, elle est très importante. Un noir dans un papier offset aussi, si on a juste l'encre noire, on n'a jamais un vrai noir. Un vrai noir, ce que nous voyons comme noir, et un noir derrière lequel il y a les autres couleurs. Et moi, je pense que le premier truc de Fab, c'est Helmut Newton qui me l'a appris quand j'avais 23 ans au téléphone. Je décroche et c'était Helmut Newton. Moi, je faisais la standardiste à l'époque chez l'imprimeur et qui m'explique qu'il voulait réimprimer son livre Un monde sans hommes, qui à l'époque était imprimé en une couleur. Ah oui. Autrefois, on savait faire des livres de photos en noir et blanc avec une couleur. Aujourd'hui, on a un peu perdu ce savoir-faire, hein. Enfin bon, on les fait pas aussi bien. Et il m'a expliqué, parce il a compris tout de suite qu'il était tombé sur une main blanche, qu'il avait passé une nuit entière dans l'imprimerie. Il n'était pas satisfait, qu'à un moment donné, il y avait tous les directeurs, les chefs d'atelier, et qu'il y a un conducteur de machine qui a dit: «Je sais». Il a pris une louche d'encre cyan bleu et l'a mise dans l'encrier du noir et il a créé un noir froid. C'est ce qu'il voulait, parce qu'il disait: «Moi, je voulais un noir froid, mais on peut faire un noir chaud». Donc, vous voyez, quand on parle de noir, ça dépend de quel noir. Quand on parle de blanc, alors vous pensez que le papier est blanc, mettez 4, 5, 6 types de marques de papier différents, blancs, vous avez un camailleux, il y a plein de blancs. Et qui ont des incidences sur l'impression. Et évidemment, un blanc chaud, donc un peu jaune, il faut le prendre en compte, dans l'interprétation des images chez le photograveur ou quand vous, modifiez quand vous préparez vous-même vos fichiers. Et il reste la question des épreuves. Oui, de correction. Donc autrefois, quand on travaillait, selon les règles, et je pense que toi tu travailles encore comme ça. Bon, dans les bonnes maisons,
on élabore un fichier et on fait une épreuve de validation, donc une épreuve numérique qui vous dit ce qu'il y a dans votre fichier. Ces épreuves sont faites de sorte à être calibrées sur des systèmes qui sont reproductibles dans les mêmes conditions de lumière chez l'imprimeur. Donc, il est important parce que, on a c'est aujourd'hui, quasiment plus personne ne fait d'épreuves. On envoie des fichiers, bon, les images numériques sont maîtrisées, mais on en voit souvent, je suppose. Mmh. Moi, j'en ai beaucoup vu ces dernières années, des ouvrages entiers qui partent sans épreuve et après il y a des surprises. Donc, ça, c'est si vous faites vos tirages dans un labo, et que vous travaillez vos images, vous êtes un peu obligé de savoir après comment la traduction du RVB que vous avez dans les fichiers qui ont généré le tirage sont traduits dans le CMJN qui va chez l'imprimeur. Donc ce passage, il faut vraiment que quelqu'un le supervise. Oui, mais c'est pour ça que les épreuves sont là quand même Alors, il y a pour les erreurs, mais il y a là, alors, il faut qu'il y ait dans la tête d'un photographe qui veut faire son premier livre, qui n'a pas beaucoup de moyens, enfin voilà, c'est le sort de quasiment tout le monde. Il faut savoir qui va contrôler le bon déroulement de ces opérations. Donc, qui valide les fichiers? Qui sait si l'épreuve correspond au fichier? Est-ce que c'est Eric ou est-ce que c'est Yann? Enfin, à qui vous avez confié cette tâche? Parce que soi-même, c'est risqué, quoi, oui. je pense. Et donc, bah, voilà, donc Voilà. maintenant on a préparé nos fichiers, on a donné le BAT, sur, bah, sur toute la maquette du livre et on se retrouve donc, Il n'y a plus qu'à face imprimer. face à Alexandre. On est effectivement qui va voilà, on est là, on entend c'est le bruit des machines et puis, l'odeur de l'encre. Ouais, on est dans la dernière phase. Ouais. En fait, les jeux sont un peu faits hein, quand effectivement on arrive au stade du calage machine. Et bon, je rejoins tout le monde hein, sur toutes les infos. Nous, aujourd'hui, en tant qu'imprimeur et façonnier, on va pouvoir intervenir au moment de l'élaboration du projet, comme dit Liane. On peut être des supports au niveau de. Enfin, on peut apporter beaucoup d'informations sur le développement, la naissance d'un projet ou le développement d'un produit. Mais effectivement, les jeux sont quand même très, très avancés une fois qu'on est en impression. Marguerite a parlé des épreuves. Aujourd'hui, les épreuves, c'est un juge de paix. C'est-à-dire que quand on a fait des épreuves et qu'elles sont validées par l'éditeur, le photographe ou le graphiste, on se retrouve avec un support en presse qui va soulager tout le monde. Donc, malheureusement, je ne suis pas trop d'accord parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'éditeurs qui vont continuer à faire des épreuves pour tous les livres. Hein. Et nous, dès qu'on est sur un niveau de qualité un peu supérieur, on va un petit peu imposer à l'éditeur de faire des épreuves. Alors, il y a des astuces pour que ça coûte pas toutes les pages. Mmh. Hein, on peut faire 2 épreuves pour chaque feuille, comme disait Camille. Il y a au début les 16 premières pages d'un cahier, les 16 premières pages du livre. Bon, on va pas faire les 16 pages en épreuve parce que c'est tout de suite des budgets qui sont importants. Si le bouquin fait 480 pages, c'est même très, très compliqué d'absorber ça. D'autant plus que si les épreuves ne conviennent pas, il faut faire des corrections. Et faire les corrections veut dire un deuxième jeu d'épreuves. Voilà. Donc après, il y a des astuces. Hein, c'est de limiter le nombre d'épreuves par cahier, par exemple, et de faire qu'on peut diviser par 5 ou 6 le budget des épreuves. Mais au moins, le designer, le graphiste va avoir un repère réel qui fait que, comme le jeu est fait une fois qu'on est en presse, on a moins de mauvaises surprises. Une fois qu'on est en presse, il y a ce qu'on appelle la norme et la tolérance. Sans les épreuves, on peut avoir une très bonne photogravure hein, et puis avoir un livre qui va quand même décevoir un peu tout le monde parce que
La tolérance fait que ce jour-là, le conducteur, il peut être un peu, je sais pas, un petit peu énervé ou tirer un petit peu fort et peut-être qu'il va saturer les images et peut-être que le projet de photogravure était beaucoup plus doux et on peut se retrouver avec, une petite surprise. D'où l'intérêt quand même d'avoir des épreuves parce que ça va conditionner, ça va donner, un guide pour le démarrage du calage et là, effectivement, même si les jeux sont faits, on est encore plus rassuré parce que le conducteur va avoir, ces épreuves-là pour forme de guide. Voilà. Alors justement, parce qu'effectivement, le rôle du conducteur, c'est aussi encore un rôle de l'ombre, mais qui peut être très important dans certains cas. Justement, quand on arrive à ce stade et qu'on est devant avec le conducteur, quand le photographe et l'éditeur sont là, parce que voilà, quelle marge on a encore à ce niveau-là pour peut-être améliorer un tirage ou... Alors on va dire qu'après on reste quand même dans la tolérance, Oui, mais effectivement, si le conducteur, comprend le langage de l'artiste ou de l'éditeur, alors là, il y a fusion et tout le monde est content, hein, oui. voilà. Il faut Parce- aussi se méfier, comme disait, Yann, des supports papier, hein, donc effectivement et comme disait Camille, ça peut être des fois des mauvaises surprises parce que quand on imprime, eh ben, il y a un temps de réaction des encres et des fois, on a eu des éditeurs qui se sont retrouvés une demi heure après et qui disent: «Mais j'ai pas signé cette feuille». «Bah si, il y a votre eh signature oui. sur la feuille monsieur, désolé». Parce qu'effectivement, il y a pour les papiers offset, Il y a il y une a du réaction. séchage et donc il y Ouais. a effectivement une intensité qui tombe un peu dans le papier. Voilà et donc il y a des réactions comme ça qui sont difficiles à anticiper, notamment, par exemple, pour les couvertures, on va mettre un pelliculage de finition pour protéger la couverture. Ça aussi, ça transforme un peu les couleurs. Donc il faut que le conducteur, malgré les épreuves, il puisse dire suivant les supports papier: «Bon, là, je vais tirer quand même un peu plus fort parce que je sais que ça va travailler», tout ça. Ou alors, il y a aussi des technologies qui font qu'aujourd'hui, on arrive aussi à éviter qu'il y ait des transformations comme ça. C'est par exemple, la technique de l'UV, hein, le HUV. Peut-être rappeler un peu ce que c'est, oui, par rapport à la technique traditionnelle? Ouais, donc l'impression traditionnelle, donc c'est des encres traditionnelles et on a ensuite, une technologie qui s'appelle HUV avec des lampes UV qui sont embarquées sur les presses et qui permettent justement d'avoir d'aider les encres avec des photo-initiateurs de sécher très rapidement. Donc effectivement, il y a moins de migration des encres dans le papier, donc en plus, on récupère un petit peu en détail parce qu'il y a pas un engraissement du point, donc on gagne un petit peu en détail. Mais surtout, ce qu'on voit en sortie machine, on revient une demi-heure après, on n'a pas de mauvaise surprise. Et là, sur les papiers à support ouvert, hein, comme disait Yann, les papiers non couchés, on a des fois des grosses déceptions. Et là, on limite la casse, d'autant plus que les noirs sont aussi le noir qui est la couleur qui va donner le relief à l'image. On va se retrouver avec des quadrilles qui sont plus denses et pas de mauvaises surprises. Voilà. D'accord. Donc tout ça, c'est des petits plus, qui vont faire qu'effectivement, on va pouvoir un peu mieux cerner, un livre et puis après, il y a quelque chose qui s'était énormément perdu et qu'on retrouve de plus en plus, nous, par exemple, en tant que spécialistes de livres, c'est le conseil. C'est le conseil que va aller chercher, l'éditeur pour essayer notamment, d'optimiser, son budget. On s'est parfois retrouvé avec des projets où, ben, il y a beaucoup de marketing autour des matières, autour des finitions et on a envie de certaines choses et finalement, on arrive des fois à des produits, assez proches, mais aussi bien par le format que par les choix des matières, on peut arriver à pas à diviser par 2, mais à faire des changements de budget qui vont rendre un bouquin Plus plus possi accessible plus en accessible termes de prix. possible pour un éditeur et donc justement parce qu'on sait que, toute une imprimerie, l'investissement, machine est quand même, très, très lourd. Ouais. C'est quand même des millions d'euros, qui sont, dans ces salles quand vous avez plusieurs machines, et effectivement, vous êtes face à des éditeurs de livres de photos qui sont plutôt des 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 poches vides, qui font des petits tirages. Donc on est quand même,
Et c'est toujours un peu la difficulté, ou peut-être qu'on pourra en reparler aussi avec chacun de vous. C'est-à-dire qu'on a tous, on a tous ce désir, éditeur de livres de photos, de faire du travail quasi artisanal, mais dans un process industriel. Donc effectivement, on se retrouve. Comment se fait effectivement avec un imprimeur qui, lui, a une rentabilité qui est évidente, qui ne peut pas, voilà, perdre peut-être trop de temps, machine et des petits tirages, parce qu'on sait aussi qu'amortir un livre, son prix de revient, plus on fait un grand tirage, moins il coûte cher à l'unité. Mais effectivement, on est de plus en plus aussi sur une production, on le voit bien, où les tirages baissent. Pour beaucoup de livres de photographie, c'est-à-dire qu'un tirage moyen peut peut-être être autour de 500-600 exemplaires, avec évidemment plus ou moins. Donc comment un imprimeur là peut se positionner dans ce type de production? Bah, Camille va pouvoir aussi un petit peu répondre, mais je pense que la clé, elle est dans la connaissance aussi du marché, de ce que proposent les imprimeurs. Je pense qu'une fabricante aujourd'hui, sur tel projet, elle va dire: «Ben non, je connais, les forces et les faiblesses de cet imprimeur. Je sais qu'il est équipé comme ça, je sais qu'il a tel outil, pour le façonnage», et elle va orienter son choix, plutôt vers, l'imprimeur A que l'imprimeur B. Il y a pas de secret. Aujourd'hui, c'est l'équipement qui va faire que la petite, moyenne édition, va trouver des budgets intéressants chez un imprimeur, là où chez un imprimeur de labeur, il y a pas de réponse. Il y a pas un équipement qui va la marchandise va circuler, il va y avoir des factures de sous-traitance, il va y avoir de la non-maîtrise, parce qu'aussi mauvaise communication, parce qu'on sous-traite et qu'on ne connaît pas, toutes les astuces. Et donc effectivement, là, c'est le rôle de la maison d'édition de connaître un petit peu l'offre du marché, quoi, hein. Ouais. Des fois, Camille, elle va peut-être même aller, chercher une information, dans un autre pays, parce qu'il y a des limites à tout, quoi. Et pourtant, nous, on fait partie aujourd'hui des imprimeurs très, très bien équipés. Pour vous donner un ordre d'idée, la surface d'impression, elle est, des presses en technologie offset, elle est assez ridicule par rapport à l'étendue de l'équipement du façonnage, où on fait que traiter la matière après impression. Donc, on va dire que la surface d'impression, c'est, avec 3 presses, offset, c'est peut-être, 15 peut-être que je dis des bêtises, si mon patron m'entend, il va dire: «Oh là là!» Mais c'est peut-être 15 de la surface de l'usine, et 85 du reste de l'usine, ce sont des outils pour, travailler, pour plier, pour coudre, pour assembler, pour faire de l'ennoblissement de la machine, des couvertures. Mmh. Mais en même temps, on n'a pas tous les équipements, voilà. D'avoir la chaîne aussi de façonnage, c'est ça? Bien sûr. Ça n'existait pas trop même en France, ouais. Et Pendant des années, on avait énormément de structures qui, faisaient le façonnage et d'autres qui faisaient l'impression. Et puis après, quand on se retrouve, nous, imprimeurs français, en compétition avec des pays même de l'Est, on est en face de gens qui sont, ce qu'on appelle tout intégrés. Donc, voilà, la spécialisation avec le façonnage est devenue incontournable si on veut imprimer du livre. donc en reparlant de façonnage, peut-être Yann, j'aimerais, peut-être, t'entendre là-dessus, sur l'idée effectivement où on est souvent en recherche en fait dans cette économie-là, c'est-à-dire qu'évidemment on a des budgets qui sont pas illimités, mais qu'on cherche souvent à personnaliser un petit peu une fabrication, lui donner, un type de façonnage pour en parler, que c'est aussi quelque chose qu'on intègre aujourd'hui, pour beaucoup de conceptions de livres de photographie, et effectivement qui doit rester quand même, pour certains, hein, pour certains ouvrages dans ce process industriel dont je parlais, quoi. Ouais, trouver l'association d'impression et de façonnage est pour moi importante, et je l'associerais aussi au lieu de production du papier. C'est-à-dire, si, vous utilisez un papier, ça sert à rien de faire traverser,
du papier, lui faire traverser l'Europe jusqu'à un endroit pour qu'il soit imprimé, puis ensuite façonné dans un autre coin de l'Europe pour finalement être livré chez vous. Enfin, c'est des coûts, c'est des camions sur les routes. Enfin, imprimer des livres, c'est polluant. Donc ça, toi, tu le pensais Ouais, dès la conception. c'est ça. C'est-à-dire des papiers espagnols, j'imprime en Espagne. Des papiers italiens, j'imprime en Italie. Des papiers plutôt d'Europe du Nord, j'imprime en Europe du Nord. Des fois, ou alors, les imprimeurs, ils peuvent avoir du stock. S'ils ont du stock et que le papier, il est déjà là, c'est très bien. Et donc, à ce moment-là, j'imprime où le papier est. Et là aussi, j'essaie de voir en fonction des projets, quel est le budget du projet, quel est un petit peu, quel imprimeur a tel ou tel type de spécialité, qu'est-ce qu'il propose en façonnage pour justement essayer d'intégrer au maximum, de manière à éviter ces... D'accord. Voilà. Et en fait, à partir de ça, je vais faire des petits calculs. Je vais dire, OK, bon, c'est plus raisonnable de travailler à tel ou tel endroit ou travailler de telle ou telle manière. Ça veut dire que la conception graphique, hein, et certaines options choisies se font effectivement en connaissance de ce que fait un imprimeur et donc un partenaire sur un livre, c'est ça? Oui, encore une fois, dans les cas où j'ai Tu plusieurs maîtrises, casquettes. bien sûr, où tu Dans les maîtrises. cas où je travaille, par exemple, avec Camille, on a déjà travaillé ensemble, je fais entièrement confiance à Camille et dans ces cas-là, voilà, je fais mon travail de designer et voilà. Mais si justement je dois aller depuis la recherche de fond, réfléchir avec l'artiste, designer, rechercher le lieu de production et je me déplace évidemment, on parlait là des épreuves, etc. Alors là aussi, hein, il y a différentes écoles. Moi, par exemple, je fais partie de ceux, pour mes livres, au début, je faisais tirer des épreuves, j'arrive sur machine, ce qui sort est mieux. Oui. Tout de suite, je regarde mes épreuves, bon, poubelle. Donc maintenant, je dis pas que j'ai raison, mais je fais plus d'épreuves et par contre, je me déplace. Je suis systématiquement au cul de la machine avec les conducteurs et c'est là où on ajuste un petit peu. Là. Et le photographe, s'il est là, effectivement, pour avoir des références, pour pouvoir parler. Mais je préviens aussi beaucoup les photographes en amont. Quand je vois du bleu arriver sur les images, s'il y a beaucoup de dominantes de bleu, je fais attention. Le bleu, c'est compliqué. L'exemple le plus simple que je peux trouver, c'est un jour, je ne sais plus, dans le coin, parce que c'est une affiche que j'ai vue à Avignon pour une expo de Yves Klein. Oui. Ils ont mis du bleu sur l'affiche. Le bleu, Dégueulasse. outre-mer. Dégueulasse. Ça marche pas, mauvaise idée, mauvais design. On imprime, c'est compliqué le bleu. Donc Klein, vous faites, j'en sais rien, autre chose. Mais pas du bleu pour des affiches en 4x3 dans la rue. Où on n'aura jamais le bleu Klein, Non. justement. Bah, ou alors, c'est du ton direct, il faut trouver des astuces, etc. Donc, pour en revenir à Cette recherche un petit peu ouais. de quelque chose de particulier ou d'un peu différent, parce que je Ouais. crois il y a beaucoup de cette recherche aujourd'hui quand même sur une production Ouais. des photos. Mais alors, il y a aussi le fait que moi, je fais ce qu'on pourrait appeler un travail de veille quasi quotidien. Je regarde énormément de livres. Ma femme a une librairie photo, la librairie du Palais, donc j'y suis tous les jours. Donc je vois aussi des livres tous les jours, toutes les nouveautés. Ça me permet je me nourris de ça énormément. Je regarde, je suis très curieux de productions non distribuées. Vraiment, je fais beaucoup de salons, je me déplace beaucoup aussi pour défendre mes livres à gauche à droite. Et c'est dans ces cas-là où on voit des livres voilà, qui sont produits à tel endroit, ne sont pas distribués. Donc c'est des choses un peu rares. Et c'est ce qui me pousse à avoir envie déjà, quand je fais des livres où j'ai complètement la liberté de faire ce que je veux, j'aime pas faire quelque chose que j'ai déjà fait. J'aime bien, pour chaque livre, faire quelque chose que j'ai jamais fait, quitte à prendre un risque, quitte à chaque fois, quand je reçois et que j'ouvre les cartons, je me dis... Donc justement, il y a cette notion d'expérimental, en fait, qui est effectivement qu'on sent. Bah, pour moi, ça donne de l'air. Sans ça, je serais juste derrière mon ordinateur et ça serait un... Et donc avec des mauvaises surprises, quelquefois, où on les intègre? Les mauvaises surprises, ça arrive. J'essaie de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Ouais. Globalement, les mauvaises surprises, ça représente
Je sais pas, j'ai dû faire, je crois que j'arrive à peu près à 100 livres et je dois avoir moins de 10 mauvaises surprises. C'est bien. Pas beaucoup. Camille, justement, peut-être, alors là, dans un champ plus... effectivement, une maison comme ça, plus importante comme Actes Sud, effectivement, il y a quand même, parce qu'on voit certains ouvrages, une recherche aussi un peu de trouver des fabrications un petit peu particulières. Ouais, de plus en plus. Alors évidemment, pas sur la totalité de la production, Bien sûr. parce qu'elle est importante, et puis il y a vraiment tout type de livres. Mais sur le livre photo et sur ce qu'on appelle le beau livre, sur la jeunesse aussi, il y a ça. Oui. Oui, la jeunesse Ouais. expérimente pas mal de Ouais, trucs. ouais, oui, depuis c'est longtemps. Jeunesse depuis ouais. très longtemps. Ouais. Et puis ces dernières années, j'ai l'impression que ce focus sur l'objet est plus important et il y a davantage de recherche là-dessus pour essayer de se démarquer, de faire de nouvelles choses, de nouveaux formats, de nouveaux types de reliures. Donc ça, c'est plutôt pour nous fabricants, c'est plutôt rigolo, c'est plutôt chouette. Mais c'est quand même effectivement souvent, pas que, parce qu'on peut faire des choses un peu différentes sans forcément avoir un gros budget. Oui, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y a aussi, on peut faire avec des choses simples, peut-être, justement, marquer ou se démarquer dans le livre, avec, et c'est là où la connaissance de vous tous par rapport aux possibilités peut effectivement être un conseil incroyable pour un photographe accompagné. Toi, Margareta, dans ton parcours, des choses un petit peu particulières que tu as pu faire ou des... Je pensais là aux mauvaises surprises et c'est ce qui nous fait trembler. Tous. Ça, c'est terrible parce que les accidents de parcours, je me souviens qu'une année, j'ai fabriqué 2 livres en même temps, un budget à 500 000 € pour une entreprise du CAC 40, Camille voit de quoi je parle. Et c'était terrifiant. Donc 2 ans de travail, c'était terrifiant. Les commanditaires étaient terrifiants. Mais en même temps, et on avait un budget, je crois, on avait dû dépenser 4 000 ou 5 000 € rien que pour tester et montrer les couleurs de toile à ces grands dirigeants. Ah oui, voilà, du gris ou du bleu, bah, faites les deux. Donc un budget de 5 000 € rien que pour les tests. À côté de ça, je fabriquais pour une amie qui était au chômage et qui avait cassé son livret A, un livre à 2 500 €. Et là, je ne pourrais pas me permettre de le louper parce que c'est... Ça m'est arrivé, je racontais hier à quelqu'un justement d'un imprimeur qui n'a pas été sympa une fois parce qu'une photographe avait fait son premier livre, c'était une petite brochure avec 3 cahiers de 16 pages. Vraiment, le degré zéro du livre de photos, quoi. Comme elle était photographe indépendante, on lui a demandé un paiement à la Avance. commande. Donc elle a versé tout l'argent en allant à l'imprimerie. Elle a signé donc ce qu'on appelle un traceur ou un nosalide, donc ce qui est une étape de contrôle très importante. Voilà, comme ça, une alerte. Avant d'imprimer, l'imprimeur vous soumet un traceur, c'est-à-dire une sorte de facsimilé du livre plié, donc avec les cahiers qui se suivent, qui théoriquement ne sert qu'à voir si les pages se suivent entre elles et pas corriger les fautes d'orthographe. C'est un peu tard, mais bon, tout Ça le peut monde arriver quand même. tout le monde le fait. Bon. Mais les 3 cahiers, donc elle a signé son BAT, donc voilà, on peut imprimer. Et probablement la personne qui a rapporté le traceur signé à l'atelier a dû faire tomber les cahiers par terre, qui ont dû se remélanger. Ah oui. Et la pauvre photographe s'est retrouvée avec un livre où le dernier cahier, donc avec l'achevé d'imprimer tel jour à telle heure, etc., au milieu du livre. Et là, c'est terrible. C'est terrible parce que... Non, ça c'est une autre commande, mais qui n'était pas chère. Enfin, c'était tout l'argent. Donc, il faut être conscient. Et là, c'est la responsabilité de l'imprimeur quand même à ce Mais stade. là, l'imprimeur s'est défilé. Ah oui. Moi, j'ai arrêté de travailler avec lui parce que c'était d'une cruauté totale. Mais donc, je ne veux pas effrayer
prochains auteurs, mais il faut travailler avec des gens, avant de se préoccuper des problèmes de déco, de la photo, de la couverture, de bizarreries, de fabrication et tout, trouver des interlocuteurs fiables, quoi, sympa, à qui vous pouvez faire un peu confiance, parce que des choses comme ça, soit un livre d'une carrière, c'est très dur. Donc, il faut trouver de bons prestataires, des gens qui vous conseillent. Bien sûr. Voilà. Et t'as pas fait passer les tests sur le budget à 500 000? Je pouvais. Je l'ai tenté, hein, le CAC 40, ça C'est sert à ça. Hein. tentant. Non, mais c'est tentant, c'est vrai. Parce que hop, non, mais c'est. Voilà, donc, non, le livre à 2500 euros en même temps que l'autre, ça s'est très bien passé. Et c'est quelqu'un qui a réimprimé derrière, donc, mais qui a fait son livre toute seule, mais on l'a accompagné quasiment, nous, en photogravure. Donc, on lui a corrigé ses fautes d'orthographe. C'était vraiment la famille. Donc, il faut trouver des gens comme ça. Si on n'a pas d'autres moyens, voilà. Et Alexandre, justement, alors quand on est imprimeur, jusqu'où on peut s'associer un peu à une recherche presque expérimentale, ou presque d'essayer peut-être des impressions moins catholiques, si je puis dire, ou des façonnages, ou tenter des choses qui sortent peut-être un peu quelquefois des process plus réglés comme ça, plus conventionnés. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez... Alors, en termes de façonnage, on a une avancée industrielle régulière. Donc, chaque nouvel type de finition qu'on peut proposer, à un moment donné, il faut faire un premier essai, faut arriver à passer le cap, à bien cerner les complexités de cette finition. Ça va être aussi bien, par exemple, un dos cousu libre, où on voit la couture, quelque chose qui est très à la mode, ou de l'auto-bind qui permet justement de faire que la couverture n'est pas collée au bloc et de gagner en souplesse, parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé par les éditeurs, avoir de la souplesse au niveau du livre. Mais la souplesse, elle peut se gagner aussi par une communication en amont avec l'éditeur, parce que on peut aussi gagner de la souplesse par le pliage, par le choix du papier. Et donc, c'est aussi des éléments qui peuvent se travailler en amont. Mais effectivement, toutes ces avancées, au début, elles vont faire l'objet d'un essai et d'un démarrage et de pots cassés parfois. Hein, voilà. Ensuite, en termes d'impression, effectivement, parfois, on va faire des essais machines. Oui. Mais qui dit essai machine dit 500 feuilles qui vont être mangées, un réglage spécifique parce qu'on a un format papier, un grammage papier, une nature papier, et que ça demande un petit temps de réglage. Donc, l'essai machine, c'est quelque chose qui est quand même très coûteux. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'imprimeurs qui peuvent offrir ce type d'opération. Et voilà, donc c'est à titre exceptionnel. Parce que comme vous parliez tout à l'heure des équipements, les équipements aujourd'hui, un investissement d'une presse, d'une plieuse, d'une encarteuse, c'est des investissements qui sont colossaux, quoi. Donc, le terme, par exemple, recherche et développement, il est pas... on fait du cas par cas, on va parfois faire des essais machines, on va parfois développer du façonnage, prendre du risque, tout simplement pour avancer justement dans cette spécialisation de fabrication. L'objectif, c'est quand même de rester dans une fabrication mécanisée. Jeter une pierre dans le jardin en sa faveur, il faut savoir que un imprimeur est un industriel, mais que la marge bénéficiaire de l'imprimerie est exactement de la moitié que celle des autres industries, toutes confondues. C'est-à-dire que les marges bénéficiaires des imprimeurs sont réduites. Il ne peut pas se permettre trop de fantaisie. Et je trouve qu'il y a beaucoup il reste quand même un côté artisanal chez beaucoup d'imprimeurs qui est plutôt sympathique, qu'on ne trouve pas du tout chez les fabricants de voitures qui gagnent 2 à 3 fois plus. Donc, il faut être conscient de ça aussi. Oui, effectivement, il y a très peu de livres à part dans les collections. Il y a des éditeurs qui ont des collections, mais bon, sur de la BD, par exemple, il y a des formats standards chez les éditeurs. La collection Photopoche, c'est standard. Il y a beaucoup d'éditeurs qui ont des collections, mais nous, sur les 30 ou 40 livres qu'on va sortir tous les jours,
C'est très rare qu'il y ait une série de 30 bouquins pareils, avec le même format, même papier, même pagination. Voilà, donc chaque bouquin fait appel à des réglages propres, à des contraintes, à des mauvaises surprises, voilà, donc il y a toujours de la complexité de fabrication, quoi. Si, moi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'au-delà des contraintes techniques, de budget, il y a quand même dans ce métier de toute la chaîne du livre un enjeu, enfin, je ne sais pas si c'est un enjeu, mais en tout cas une charge émotionnelle qui est très importante. Parce qu'évidemment, les attentes sont très fortes et puis il y a quand même aussi beaucoup de subjectivité qui rentre en ligne de compte, même jusqu'au calage, l'impression. Si on va au calage, c'est bien parce que c'est subjectif et que les choix qui sont à faire. Et donc, c'est aussi pour ça, tu en parlais tout à l'heure, l'importance de connaître les gens avec qui on travaille et l'importance de la relation et qu'on se comprenne bien du début à la C'est fin. ça. Ouais. Et qu'il y ait effectivement une bonne préparation en fait de toutes les étapes en amont de l'impression, ça c'est certain. Parce qu'une fois qu'on est sur machine, c'est pas là qu'on va faire de très grosses corrections ou alors on arrête les machines, on refait les fichiers et là, voilà, le temps machine dont on parle peut devenir très 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 cher. Je laisse peut-être parler l'imprimeur. En fait, il y a des frais fixes de calage et des frais variables de temps de roule. Donc, si vous faites 200 exemplaires ou 1000 exemplaires, les frais fixes vont rester les mêmes. Et ensuite, vous allez avoir une courbe qui va vraiment chuter très rapidement en technologie offset. Parce que pour faire un livre, par exemple, on va prendre un livre relié, vous allez avoir l'impression, vous allez avoir un petit peu de coupe, du pliage, de l'assemblage, de la couture, pour peu que ce soit un livre relié. Donc, on va faire un réglage pour le rembordage de la couverture sur le carton. Ensuite, l'emboîtage, le conditionnement. Donc, il y a beaucoup de frais fixes, par exemple, sur un livre relié. Le prix pour, on va dire, 200 exemplaires, s'il est de X pour 1000 exemplaires, donc 5 fois plus, il va vraiment chuter énormément, quoi. Donc la courbe, elle est, voilà. Alors qu'en technologie numérique, par exemple, vous avez très peu de frais de calage, beaucoup moins de finition. Vous avez une courbe qui est beaucoup moins dégressive. Donc, un tirage en offset à 200 exemplaires aujourd'hui, suivant les finitions, c'est un prix unitaire qui est quand même très, très élevé. 500 exemplaires, 1000 exemplaires, tout d'un coup, on peut penser à faire un prix de vente public raisonnable par rapport au prix de vente du marché. Voilà, et puis après 1500, 2000, et après pour les gros tirages, effectivement, le prix unitaire va vraiment énormément chuter, quoi. Et puis après, ça se stabilise à nouveau. Faire 5000 ou 10 000 exemplaires pour un gros éditeur, la question peut se poser parce qu'il faut stocker, parce que le prix unitaire entre 5000 ou 10 000 ne va pas être énormément différent. Alors qu'entre 200 et 1000 exemplaires, vous allez peut-être diviser le prix par 2. Moi, j'ajouterais que sur l'exemple spécifique que vous donnez, entre 200 et 500, en fait, ça, c'est les premières discussions, quand on commence un projet. Donc, c'est même bien avant. Et tout de suite, OK, 200, mais 200 comment? Quel type de finition vous voulez? Quel est votre budget, etc. 500, comment? Et en fait, ça va déjà influencer dès le début. Moi, vous me dites 200, vous me dites 500, je pense pas au même prestataire. Je vais dire, OK, 200, je peux travailler avec un tel, un tel, un tel. 500, je vais demander à un tel, un tel, un tel, un tel. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui doit être... Parce qu'on peut faire 200 très cher. Enfin, je veux dire, on peut faire du livre 200 exemplaires où chaque exemplaire coûte à produire, j'en sais rien, 20 € pièce. Et ça sera du... Voilà. Et puis d'autres où non, au contraire, on va réussir à réduire les coûts. Parce que bon, là, on n'a pas du tout évoqué ça, mais évidemment, il y a le prix unitaire, combien coûte un livre une fois que c'est fait, et combien il doit être vendu. Et il y a un ratio. Parce que quand vous avez, ça c'est encore d'autres métiers de la chaîne du livre, une fois que le livre existe, si vous avez par exemple un distributeur qui va être chargé d'aller voir les librairies, etc., il peut prendre jusqu'à 60, 62%, 63, 64, 65% du prix du livre.
Sur un prix du livre qui est vendu, le distributeur en prend ça. Alors, sur ces 65%, il y a la part du libraire, bien évidemment. Mais ce qui va rester à l'éditeur et à l'auteur, c'est peau de chagrin. Et avec ce qui va rester, il va falloir payer, évidemment, couvrir l'intégralité des coûts de fabrication. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un livre qui vous coûte 10 € à produire, vous ne pouvez pas le vendre à moins de 30 €, c'est impossible. Ouais, il y a une autre question? Ça, c'est la grande question de l'édition, en fait, et de la fabrication, c'est quoi faire pour quand? Et c'est la première question qu'il faut se poser. Et justement, on vient d'évoquer aussi le type de production qu'on envisage. Donc, s'il y a un façonnage qui est compliqué, s'il y a un papier qu'il faut commander, dont la production ne se fait pas tout le temps, il y a des problèmes aussi. Le papier est un marché assez fantaisiste. Il y a des moments où on doit attendre 6 semaines pour être approvisionné, d'autres pas. Donc, la question du délai, il faut la prendre vraiment. Prenez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avance. C'est impossible il n'y a pas un timing standard. Effectivement, si on fait un photopoche dont on connaît déjà tous les paramètres, on sait que c'est une feuille qui est façonnée comme ça, qui coûte tant, etc. Il n'y a pas de questions à se poser. J'imagine que Camille passe ses commandes et que 2-3 semaines après. Mais un livre moyen, il faut quand même un minimum de 4 semaines, hein, que les fichiers sont prêts, qu'on ne se pose plus de questions. C'est-à-dire, 4 semaines, c'est lui. Mais il y a tout ça avant. Tout ça avant, ça peut prendre des mois, voire des années Des années. parfois. Bien sûr. En fait, ça dépend. Si vous arrivez avec un projet juste, ça dépend ce qu'on parle. Si on a déjà une maquette ou si on a juste des images sur un disque dur. Si on a des images sur un disque dur, oh là là, ça peut être long. Il faut discuter, réfléchir, trouver la forme. C'est tout un tas d'allers-retours, vérifier que le courant passe bien, que la compréhension se fait bien, etc. Et on n'est même pas encore en train de se réfléchir à des temporalités de sortie. Est-ce que je sors pour Arles? Est-ce que je sors pour Paris Photo, etc. Donc, c'est au moins minimum 1 an et demi. Mais aussi minimum. les impératifs c'est quand on est diffusé. C'est-à-dire qu'il y a aussi il y a un temps qui est en amont d'une sortie de livre qui est presque de 4-5 mois. C'est-à-dire qu'un éditeur présente un ouvrage qui va sortir 4 mois après pour qu'il soit mis un peu dans la chaîne de diffusion. Donc effectivement, un livre tel qu'on les conçoit ou tel qu'on les fait ici, on est plutôt sur oui, 1 an et demi, voire, Et il faut trouver les thunes. et il faut trouver l'argent. Il faut trouver la thune parce que surtout si par exemple vous prévoyez dire bon allez je vais faire des dossiers, la région, le département, le CNAP, telle bourse machin, il y a des temporalités. Les dossiers vont se faire le mois de janvier. Vous avez fait votre dossier au mois de janvier, mais la commission elle est au mois de juin. Alors, en général, il leur faut 6 mois pour ouvrir un PDF. Et donc, une fois qu'on a ça, voilà. Donc, tout de suite, on a commencé le projet en février. Bon, bah, on se retrouve dans 1 an. Donc, c'est très variable, mais c'est pas du print on demand. Et c'est une bonne chose, hein. C'est clairement une bonne chose. Encore une fois, parce que c'est des procédés polluants. Et on fait pas un bouquin comme, j'en sais rien, on va acheter une baguette de pain, quoi. Il faut réfléchir à ça, il faut vérifier, être sûr que c'est bien la bonne forme, le bon moyen, et qu'il y a une bonne cohérence d'un bout à l'autre. Merci à nos 4 intervenants de nous avoir fait rentrer un peu dans la zone d'ombre, la part de l'ombre du livre de photographie, ce qu'on voit rarement, ce qu'on entend rarement. Donc, j'espère que ça montre comment, effectivement, il y a des acteurs importants qui sont derrière ces beaux livres qu'on découvre là en ce moment. Voilà, merci à vous.